Vous avez à la table les 5 personnalités civiles qui composaient la commission. Je vais les présenter rapidement. Jean-Yves Martin, géographe, Véronique Rivet, citoyenne de Saint-Sébastien, engagée dans l'écologie et l'environnement, Élise Roy, enseignante à l'école d'architecture, Martine Stebler, retraitée, spécialiste de l'estuaire et de la Loire, qui co-présidait avec moi la commission. Je suis Philippe Audic, président du conseil de développement. Donc, avec les 5 personnalités civiles, il y avait également 3 élus représentant la métropole. Je vais les citer: Alain Robert, Fabrice Roussel et Gérard Allard. Pardon, j'ai fait un petit trou. Excusez-moi. Alors, je les cite simplement pour dire qu'ils ont évidemment participé aux travaux de la commission, mais qu'ils n'ont pas voulu participer à la rédaction du rapport, tout simplement pour ne pas être juge et partie, puisque évidemment leur position les met en situation de décider des suites éventuelles accordées au rapport. Donc simplement dire que pour organiser le débat, nous avons choisi de le dérouler en prenant 4 thématiques qui ont successivement été mises en débat. Donc ces 4 thématiques, nous allons présenter des préconisations tout à l'heure qui font référence à ces 4 thématiques. La première, c'est la Loire des pratiques et des usages. La deuxième, la Loire économique, la Loire écologique. La troisième, la mobilité et les franchissements. Et la 4e thématique, la Loire, le cœur métropolitain, l'attractivité, la qualité urbaine. Pour organiser nos débats, je fais très court, pour organiser les débats, on a mis en place un certain nombre de canaux pour permettre à tous ceux qui voulaient dire quelque chose sur la Loire de pouvoir le faire. Donc un cœur, le cœur du débat a été le site internet qui a été créé, dédié au débat, qui a permis de concentrer l'ensemble de la matière, à la fois d'informations préalables au débat, notamment le document socle qui a été produit par l'agence d'urbanisme, et ensuite toutes les contributions, qu'elles soient individuelles ou sous forme de cahiers d'acteurs, qui ont été également réunies sur le site internet, ainsi que le compte-rendu et même la captation vidéo de toutes les auditions publiques organisées par la commission, ainsi que les comptes rendus des séminaires thématiques qui ont été réalisés. Pour terminer et compléter cette panoplie de canaux, alors je pense qu'il faut dire que cette multiplicité d'offres pour pouvoir participer au débat a permis d'élargir l'audience du débat. Il y a certainement des participants au débat qui ont contribué à la réflexion et qui ne seraient pas venus si on avait seulement fait des réunions physiques. Donc ces outils ont permis un large échange avec leurs différentes formes. Il faut ajouter pour terminer qu'il y a eu un axe citoyen particulièrement fort, puisque un comité citoyen composé de 24 membres tirés au sort pour l'essentiel a travaillé pendant 5 week-ends sur les mêmes thématiques, celles que j'ai rappelées, et que la démarche s'est achevée par une grande journée citoyenne le 30 mai, avec 261 citoyens, pour être précis, qui ont été réunis dans 5 sites de la métropole et qui ont pu, à partir des préconisations et des propositions formulées par les différents participants, qui ont pu réagir face à ces propositions. Voilà, je crois que c'est sans doute pas la peine d'en dire davantage. On peut passer peut-être, dire un mot quand même, Martine, de quelques innovations. Les innovations démocratiques. La commission indépendante, vous l'avez devant vous. Pour nous, on tient à souligner, après 8 mois de débat, l'indépendance que nous avons eue. L'indépendance que nous avons eue par rapport aux élus de l'agglomération nantaise, mais par rapport également aux élus qui nous avaient mandatés pour faire participer à cette commission du débat. Voilà. Donc indépendance, autonomie, et puis grande transparence avec les outils que Philippe a souligné, le numérique,
les participations citoyennes. Mais on s'est déjà rencontrés plusieurs fois, on a parlé de ces outils-là, vous en avez la description un petit peu lointaine, vous en avez eu aussi l'évaluation, il y a eu de nombreux articles de presse, là-dessus on ne va pas s'étendre. Voilà, donc les innovations démocratiques étaient importantes, elles ont été le fil rouge et les points de repère du débat. Diapo suivante. Les temps forts du débat. Nous avons commencé le 17 octobre, nous terminons le 30 mai. Vous connaissez ces points forts puisque vous les avez couverts. Faut reconnaître qu'à partir du 30 mai, l'autre temps fort, ça a été pour la commission du débat, les travaux de synthèse qui vont aboutir à ces 180 pages. Et je laisse Élise le raconter. Alors ça, c'est juste des chiffres, hein, mais vous les avez, vous avez dans le rapport. Simplement souligner quand même que de façon directe, il y a eu 791 contributions écrites. Donc les contributions sont formulées par des acteurs individuels, des habitants du territoire. Il y a eu 116 cahiers d'acteurs produits là par des collectifs, donc soit des organisations, soit c'est des collectifs d'habitants et de citoyens. Tout ça, ça a généré 800 pages de propositions. Alors évidemment, les 800 pages, vous ne les avez pas dans le rapport, mais en annexe, vous avez des liens hypertextes qui renvoient sur le site internet où l'ensemble des contributions reste bien entendu accessible. Tout ça, ça fait que 40 000 personnes environ se sont intéressées au débat. Alors ça peut être simplement en venant sur le site internet, en y passant un petit peu de temps, comme ça a été dit, et parmi les 40 000, il y en a 5 000 ceux qui ont écrit, qui ont travaillé, qui ont participé à des réunions. Il y en a 5 000 qui ont été engagés concrètement dans le débat. Voilà. Voilà, donc quelques éléments de méthode sur la manière dont on a procédé pour rédiger ce rapport. Donc on a bien fait une lecture complète de l'ensemble des contributions émanant des différents canaux de notre offre de participation. On a ensuite procédé à l'analyse de ces informations à partir d'une trame commune pour les 4 thèmes, donc à base de constats, de représentations et de visions, d'enjeux et de propositions. Et c'est de l'ensemble de ce travail analytique qu'on a pu formuler des préconisations. Et donc j'insiste parce que c'est important que vous ayez en tête aussi que les préconisations, elles ne sortent pas de notre chapeau et qu'elles sont vraiment en lien avec un travail d'analyse qu'on a fait de l'ensemble des informations et qu'il faut bien lire, il ne faut pas cantonner votre lecture à celle des préconisations, mais vraiment aussi reprendre le fil depuis le début de chaque thème. On vous précisera ça tout à l'heure. Donc ça nécessite... Alors pour faire ça, on a fait ce travail en étroite collaboration avec l'équipe projet, en étroite collaboration entre nous, et concrètement, on s'est réunis à l'occasion de séminaires qui duraient des demi-journées, des journées, et puis qui ressaisissaient un travail qu'on pouvait faire aussi chacun chez nous. Donc pour souligner aussi que c'est bien un travail d'interprétation qu'on a dû faire, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas que le débat aboutisse à une forme de catalogue de propositions en tout genre. Il fallait donner du sens à un ensemble d'informations. Et donc ça, ce travail-là vraiment nous revenait. Et donc à la fois on interprète, mais en même temps les idées ne sortent pas de notre chapeau. Et on a vraiment tenu à ce qu'il y ait une traçabilité des informations, d'où nous tirions en fait nos analyses. C'est pour ça que l'ensemble des propositions et des idées livrées au grand débat sont en annexe du rapport. Qui vous ramène directement via des liens vers le site internet du Grand Débat où les informations vont rester en ligne. Et puis un dernier mot pour souligner notre rôle, qui était bien celui de formuler des préconisations et pas de choisir telle ou telle proposition. Et que par ailleurs, maintenant le temps est venu pour les élus de décider, de prendre des décisions. À la lumière justement de notre rapport. Donc on va rentrer justement dans les préconisations de la Commission, thème par thème. Donc on va commencer par le premier, qui est la Loire des pratiques et des usages. C'est Jean-Yves Martin qui va en faire la présentation. Très bien, merci. Ce thème de la Loire des pratiques et des usages a été placé comme thème liminaire et il a suscité très rapidement
un très grand nombre d'interventions, de contributions, alors évidemment d'une très grande diversité, pas forcément homogène et compatible d'ailleurs, mais qui néanmoins a manifesté un très grand attachement à la Loire, un désir de Loire très fort, sous différentes formes. Et avec les différentes pratiques qu'on va revoir, navigation, découverte du patrimoine, promenade, mais également pratiques culturelles, pratiques de détente, et puis tout simplement la contemplation du fleuve, la capacité, la possibilité de pouvoir contempler le fleuve. Cela dit, ce qui est très vite apparu dans ces contributions aussi, et dans les paroles d'experts, c'est que la Loire ne permet pas tout. C'est un fleuve qui se caractérise par une certaine dangerosité. Et que, évidemment, il s'agira, au moment de prendre des décisions, de considérer ces contraintes qui, évidemment, sont assez lourdes. Alors, très rapidement, parce qu'on vous renvoie, bien entendu, non seulement à la liste des préconisations qui vous a été remise, mais aux attendus, aux considérants qui ont pu conduire à ces préconisations. Il s'agit donc bien, comme l'a rappelé Élise, d'une synthèse. Alors, concernant la Loire des pratiques et des usages, la première demande assez massive, c'est améliorer l'accessibilité à la Loire. Alors, pour une appropriation réelle des berges de la Loire, parce qu'il a été constaté, il a été dit qu'il y avait des coupures dans les continuités pour se promener tout simplement, marcher, faire du vélo. Et le débat, au fond, constitue un premier état des lieux, précis, point par point, mais qui mériterait d'être poussé plus loin, faire un état plus complet, intégral, exhaustif sur cette question. Ce désir de Loire, il se traduit aussi par un souhait de points d'accessibilité plus nombreux, de points où on puisse accéder à la Loire pour simplement la voir ou pour autre chose, pour les pratiques aussi nautiques. Pour répondre à l'aspiration au rivage, il s'agit de répondre par exemple à une attente assez forte de pratiques festives et culturelles, qui évidemment existent dans l'agglomération, mais existent davantage sur l'Erdre, par exemple, on vient de le voir récemment, mais qui pourraient aussi bien exister sur la Loire, en tenant compte des contraintes que nous venons d'évoquer. Donc la Loire est un paysage naturel, ou un espace naturel et sauvage qui invite au repos, au bien-être, à la contemplation, et il y a une certaine volonté de simplicité, que ce ne soit pas d'une difficulté insurmontable que d'avoir accès à la Loire. Voilà. Troisième préconisation. Évidemment, là, ça a été très fort. Il y a un très grand nombre d'interventions d'acteurs qui sont des acteurs associatifs ou des acteurs plus institutionnels concernant la faciliter les pratiques nautiques. Et notamment faire vivre la navigation au quotidien de la Loire, conserver, entretenir, accroître les moyens d'accostage et, par exemple, les cales de mise à l'eau, il y en a, peut-être pas suffisamment, elles ne sont pas toujours suffisamment entretenues. Et puis, être vigilant sur les questions de sécurité par rapport à la dangerosité du fleuve, et puis également à la compatibilité entre les différentes activités. Sachant qu'il n'y a pas forcément une compatibilité évidente entre le ski nautique d'une part et puis la pêche à la ligne d'autre part, c'est pas toujours très facile. Voilà, mais pour autant on n'a pas pointé de conflit d'usage net, voilà. Donc il y a une volonté de trouver une harmonie et une compatibilité entre tout ça. Enfin, pour finir, le débat a montré un souhait de fédérer autour de la Loire. Fédérer les ressources humaines, techniques, qui sont mobilisables d'ores et déjà, et puis, par exemple, pour aller vers un événementiel nautique qui porte non seulement sur l'Erdre, mais aussi sur la Loire, et pourquoi pas la Sèvre aussi, quoique ce soit un petit peu plus difficile. Pour finir, on a tout de même constaté une certaine méconnaissance de la Loire, de sa dangerosité, en tout cas une sous-estimation de sa dangerosité, et dans ces conditions, la préconisation, c'est de mettre en place quelque chose qui permettrait une meilleure coordination entre les différents acteurs institutionnels, qui sont très nombreux, qui peuvent intervenir sur la Loire, et qui devraient harmoniser et donc synthétiser leurs interventions. Merci Jean-Yves. On passe au thème numéro 2.
qui est la Loire, espace économique, espace écologique, Martine et Véronique. Alors, donc une question, au regard de l'histoire et des potentialités de la Loire, quelles sont les conditions d'un développement garantissant l'équilibre entre l'économie et l'écologie? Bon, dès le départ, et ça on en avait déjà aussi parlé avec vous, on a vu qu'il y avait vraiment un équilibre qui s'était instauré, que les gens reconnaissaient entre équilibre entre écologie et économie. Donc il y a un respect mutuel, un couple qui s'est bâti, indissociable, qui engendre une qualité de vie urbaine et des potentialités de développement économique tout en respectant l'un et l'autre. Et ça, c'était vraiment très transversal dans toutes les propositions, ainsi que vertical dans le type de contribution du simple citoyen à l'expert averti. Alors, quelques constats, on va entrer dans les préconisations, il y en a 10, mais je vous en prendrai que 3-4. Les contraintes d'un fleuve sauvage, ne permettant pas tout, avec des incertitudes sur l'avenir du fonctionnement de la Loire, son estuaire, le changement climatique, quid du sel, la remontée du bouchon vaseux et de la marée, et des risques, comme par exemple les inondations, mais que ce risque, on l'a un peu oublié, on l'a ignoré, connaissance, méconnaissance. Le constat d'une évolution du passé à l'avenir sur les filières économiques. Les nostalgies de ce qu'il fut s'estompent. La construction navale, la grande industrie portuaire, Nantes, le grand port maritime, s'est sans doute un petit peu estompé au profit de filières novatrices et des enjeux plus éco-technologiques. On en reviendra. Quelques visions. Une Loire qui bien sûr est dans l'agglomération nantaise, mais on ne dira pas qu'elle vient de l'amont et qu'il faut aussi regarder vers l'aval, donc une vision un petit peu élargie par rapport à la Loire nantaise, mais aussi avec le réseau des affluents, Sèvres, Erdre, etc., qui font une étoile de l'eau métropolitaine. Une vision d'une Loire dans l'avenir, à long terme, apaisée, avec un bon fonctionnement hydraulique, qui permette une bonne qualité de la vie des habitants et une attractivité métropolitaine, une nouvelle fonction économique, et une Loire où coexistent les filières. Là, il n'y a pas de contradiction entre usages, ou à la marge, mais où peuvent coexister des filières classiques, transport, agriculture, et de nouvelles fonctions économiques, tourisme, logistique urbaine, etc. Le souci aussi très transversal d'une Loire qui se repartage et qui est un bien public. Voilà. Ça, c'est très important et c'est vraiment très transversal dans tous les thèmes. La Loire, finalement, nous appartient un petit peu maintenant aussi. Donc, il y a 10 préconisations. J'en vous donne certaines. Maintenir cet acquis, équilibre, court, moyen et long terme, entre les nouvelles pratiques et les nouvelles activités, doivent respecter la qualité de l'eau, les milieux et les paysages. Désormais, toute décision sur le fleuve devra tenir compte de cet équilibre et de ce nouveau partage. On peut travailler, on peut habiter, on peut se promener, on peut se respecter sur la Loire pour tous. Équilibre acquis. Autre point important, source d'innovation et de développement, de nouvelles filières sont à explorer, qui serviront également de levier de la transition énergétique et écologique, les transports par voie d'eau pour la logistique urbaine, les énergies renouvelables, le tourisme sous toutes ses formes, proximité, plus grand tourisme, tourisme vert, tourisme bleu, etc. Un point particulier sur la zone d'évitage, qui bien entendu est le cœur de l'activité maritime du Grand Port. Pas de décision irréversible, par exemple sur le choix d'un franchissement, pouvant compromettre cette zone d'évitage et donc l'activité du Grand Port maritime. Cette activité dans l'avenir, des questions se posent. Quelle sera-t-il? Barging, cabotage, c'est encore des activités qui se recherchent dans cette Loire estuarienne. Un avenir maritime difficile de Nantes, port de fond d'estuaire, mais aussi l'émergence de nouvelles formes de trafic maritime qui évoluent, et donc ne pas obérer l'avenir et garder cette zone d'évitage. Valorisation des activités traditionnelles, 3 mots, Véronique. Oui, je vais dire quelques mots, parce que j'ai la parole timide au sein de cette commission, et je me permets de le dire, pas pour parler de moi, mais pour le dire aussi, parce que dans ce débat, qu'on soit membre de la commission, enfin, qu'on soit citoyen participant, on peut tous dire quelque chose, ou même dans le non-dit ou dans la démarche,
voilà. Donc je voulais juste refermer la parenthèse et je remercie en fait, on a tous notre place en fait autour de cette Loire et on se retrouve tous en fait, qu'on soit de toutes les couleurs. D'ailleurs, l'eau n'a pas de couleur, pH neutre, donc voilà, je referme la parenthèse. Et donc oui, il y a dans cette préconisation dont je vais vous parler, de valoriser la pêche professionnelle et l'activité agricole estuarienne. Ce que la Commission encourage, c'est de la valoriser sous forme de développement d'activités d'écotourisme, qu'ils aient des activités complémentaires, d'une aide à des activités complémentaires, développer des filières courtes. C'est aujourd'hui d'aller trouver le poisson des pêcheurs de Loire sur place, d'aller trouver, de faire un pâté ou une rillette métropolitaine locale. À Caen, là, il y a la rillette du Mans, mais à Caen, la rillette de Nantes Métropole. Enfin bref, voilà. Donc, plein de choses à faire sur ces filières traditionnelles qui existent, qui sont vraiment le bon rapport entre l'économie et l'écologie. Des choses qui sont à faire à court terme, très peu, qui coûtent pas cher et qui permettent de valoriser véritablement ce que notre territoire dans ces filières-là. Des actions en faveur du fleuve, alors court, moyen et long terme. Reconquête de la qualité de l'eau et le suivi. C'est vraiment un indicateur de la bonne santé de la métropole. Action d'amélioration du fonctionnement amont de la Loire et du fonctionnement aval de l'estuaire pour là aussi une belle attractivité métropolitaine, une bonne qualité de vie. Et sur les suivis placés, les citoyens dans les dispositifs de vigilance, parce que le citoyen est aussi un expert de son milieu et il a la parole également aussi importante que le scientifique. L'autre point, c'est la connaissance. Jean-Yves vous en a parlé. Ce qu'on a constaté, ce que les gens ont constaté aussi à différents niveaux, citoyens ou acteurs, c'est une connaissance qui est perdue sur la Loire, qui est perdue sur l'estuaire, au moment où elle est le plus nécessaire par la réappropriation demandée par les habitants sur leur fleuve. Au moment où on veut se la réapproprier, on la méconnaît. On la méconnaît de plus en plus. Par exemple, je vous donne un exemple sur les inondations. Ah bon, il y a des rapports. Voilà. Je ne m'étends pas là-dessus. Donc, effectivement, il y a un travail à faire sur cette reconquête ou cette persistance de la connaissance sur la Loire. Il y a des outils qui existent. Je reprends ma vieille casquette et je dis qu'on a monté un observatoire sur la Loire depuis 15 ans, que les autres estuaires nous envient, avec des réseaux de mesure les plus perfectionnés qui soient pour pouvoir suivre les indicateurs estuariens qui sont extrêmement importants à suivre dans l'évolution que l'on a, nous, aujourd'hui, de la qualité de vie métropolitaine et vis-à-vis du changement climatique et des nouvelles activités qui se font, pourvu que ces observations ne se perdent pas, pourvu que la connaissance se transmette, aussi bien que la Loire devient publique, la connaissance doit être publique. Voilà, il y a un réseau à mettre en œuvre, il y a plein de choses à faire, à court, moyen et long terme. Dernière préconisation, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'acteurs, beaucoup de grands acteurs, des petits acteurs, des dada. Coordonnons tout ça, pas seulement à l'échelle métropolitaine, mais à l'échelle du grand fleuve amont et aval, de manière à ce qu'il y ait une grande clarté sur qui prend les décisions. Il n'y a pas que dans le métropole, il y en a d'autres, mais que tout ça se coordonne. Voilà, pour le thème numéro 2. Alors, on en vient au thème numéro 3 qui concerne la mobilité, les franchissements. Il y a 6 préconisations. Je vais d'abord redire quelques mots sur le diagnostic. C'est très clair, la métropole nantaise est dynamique. Il y a actuellement 650 000 franchissements quotidiens du fleuve. Et d'ici 2030, on sait qu'il y a 100 000 habitants supplémentaires et que tout ça va générer 350 000 franchissements supplémentaires. On sera à 1 million de franchissements quotidiens à cet horizon. Alors que le constat fait dès aujourd'hui par les habitants et les usagers est sévère et sans ambiguïté. Engorgement quasi constant des voies de franchissement par les véhicules, notamment aux heures de pointe, et insuffisance des solutions actuelles avec un périphérique régulièrement saturé. Alors un point important, du point de vue des participants au débat, une des raisons essentielles de ces encombrements réside dans le déséquilibre Nord-Loire-Sud-Loire dans la répartition des activités et des emplois. Il y a clairement là une attente de rééquilibrage et nous avons
indiqué à la métropole qu'elle devra s'efforcer de conduire dans le temps et sur la durée une action pour engager ce rééquilibrage. Dans le débat, les propositions relatives au franchissement ont été extrêmement nombreuses. Aussi bien des créations de nouveaux ouvrages de diverses natures, je ne vais pas les citer, à l'intérieur du périphérique ou à l'extérieur du périphérique, qui respectaient tous d'ailleurs ce principe de maintien de la zone d'évitage qu'a évoqué Martine. Des propositions concernant l'amélioration des ouvrages existants, puisqu'il y en a. Des propositions concernant l'utilisation du fleuve comme support de mobilité. Beaucoup de propositions encourageant le développement des modes de déplacement alternatifs. De ce point de vue-là, il y avait une grande osmose, on va dire, quelque part, par rapport au plan de déplacement urbain qu'a mis en place la métropole. Et enfin, des demandes d'une offre de transport collectif nord-sud, extra-périphérique ou sur le périphérique lui-même. J'en viens aux préconisations. Comme les participants du débat l'ont eux-mêmes d'ailleurs exprimé, la commission du débat considère qu'il faut articuler une combinaison de solutions pour compléter l'apport de nouveaux ouvrages à envisager. En particulier, elle considère qu'il faut poursuivre et intensifier l'action sur les comportements de mobilité en renforçant les points d'échange multimodaux sur le réseau de transport pour faciliter les parcours intermodaux et en développant des infrastructures dédiées aux modes doux et aux autres modes alternatifs à la voiture dite solo. En deuxième lieu, et avant de réaliser de nouveaux ouvrages, il faut optimiser en priorité les ouvrages existants, avec notamment l'objectif de favoriser la diversification des modes de traversée du fleuve. Troisièmement, le débat a révélé une forte demande de développement du réseau de transport fluvial, nord-sud et est-ouest. La Commission estime pertinent de développer une offre de mobilité fluviale plus conséquente et suggère la création de nouvelles lignes de navibus connectées au réseau de transport terrestre. S'agissant des nouveaux ouvrages, la Commission considère que parmi ceux qui ont été mis dans le débat, seuls 3 d'entre eux peuvent présenter un intérêt et participer à la combinaison des solutions que j'ai déjà évoquées. Le pont à transbordeur, l'élargissement ou le doublement du pont Anne-de-Bretagne et l'idée d'un tunnel situé entre la pointe ouest de l'île et le pont de Cheviré. S'agissant du pont à transbordeur, la Commission considère qu'il ne s'agit pas toutefois d'une solution à mettre en œuvre dans un premier temps, pour des questions d'efficacité. Il peut s'envisager dans un second temps, dès lors que son intérêt touristique est démontré. De ce point de vue, l'étude sur cette question de l'intérêt touristique, présentée par Nantes Métropole, laisse la Commission dubitative, car cette étude ne semble pas être allée au bout de la question. La Commission demande donc à la métropole une nouvelle investigation plus rigoureuse et plus approfondie sur l'opportunité touristique et le potentiel d'attractivité d'un tel équipement. Considérant la situation actuelle, les engorgements déjà évoqués, la croissance annoncée du nombre des franchissements à court et moyen terme et l'ouverture prévue du CHU à l'horizon 2025, la Commission préconise d'engager rapidement l'élargissement, voire le doublement du pont Anne-de-Bretagne, seule solution susceptible d'être mise en service à cet horizon. La solution tunnel, impossible à réaliser dans de tels délais, devra évidemment être réévaluée au regard des effets de la combinaison des actions mises en œuvre dans la première phase. Pour conclure, la Commission invite la métropole à prendre rapidement des décisions sur les solutions de franchissement et à faire des annonces claires dès décembre 2015. Voilà pour le thème 3. Pour le thème 4, c'est Élise. Alors un thème 4 qui démarre donc à la page 70 du rapport, j'insiste là-dessus, donc qui s'appelle Loire, cœur métropolitain, attractivité et qualité urbaine, qui est un thème qui vise à mettre en perspective le développement métropolitain et les choix urbains à la lumière des rapports ville-fleuve. Et donc qui pose notamment la question de savoir que faire de notre espace urbano-fluvial, de ses friches, de ses délaissés, mais pas seulement. Alors, quelques éléments de contextualisation avant de rentrer dans le vif du sujet des préconisations.
Ce thème n'est pas celui qui a suscité le plus de propositions, de contributions. Mais on comprend facilement qu'il entre en résonance avec les 3 autres thèmes. On pourrait dire qu'il leur donne forme ou qu'il les fait atterrir d'une certaine manière. Au sein de ce thème, on a vu apparaître des espaces qui cristallisaient des attentes fortes, comme la séquence Quai de la Fosse, place de la Petite Hollande, je vais y revenir. Mais on a aussi affaire à des projets qui s'égrènent tout au long du fil du fleuve et qui mobilisent les communes riveraines, voisines du cœur de l'agglomération. Et c'est bien le territoire métropolitain dans son entièreté qui est concerné par le débat et qui sera concerné par les actions qui suivront. Alors, du côté des préconisations, on les a organisées en 5 familles sur ce thème. Un premier ensemble qui vise à révéler, protéger et mettre en valeur un patrimoine urbain inhérent au fleuve. Alors ça, c'est fait de petites choses, des traces, des noms, mais aussi des vues sur le fleuve, puisque tout ne se joue pas sur l'espace du fleuve ou juste sur ses bords, mais un peu partout dans la ville. Donc des petites choses, mais cela peut aussi nécessiter des actions plus fortes. A été évoquée la question de l'état des ouvrages, des quais, de leur entretien, ou peut-être de leur remise en état nécessaire. Donc beaucoup des préconisations de cette famille pourront être engagées à court terme, et d'ailleurs certaines pourront potentiellement mobiliser des contributeurs au débat qui sont venus pointer tel ou tel lieu, tel ou tel élément de patrimoine avec une vraie expertise que l'on pourrait mobiliser dans la suite. Alors, à court terme aussi, le débat peut facilement se concrétiser dans le cadre de la révision du PLU métropolitain. C'est ce qu'on propose donc avec cette 22e préconisation, se saisir des documents de planification pour agir au service d'une qualité urbaine. Cette qualité, elle passe par un rééquilibrage entre la répartition des activités aux rives sud et rives nord, qui a bien sûr des impacts, on l'a dit, sur les déplacements, sur les franchissements. Donc ça, c'est un peu, on va dire, un élément de planification un peu classique. Mais de façon plus originale, la Commission propose de se saisir du PLU pour commencer à agir par et pour le fleuve, avec la mise à l'étude d'un volet qui pourrait s'intituler « Loire et qualité urbaine », qui serait dédié au nouveau rapport qu'on entend tisser entre ville et fleuve, une forme de feuille de route pour avancer collectivement sur ces sujets. Alors, une 3e préconisation qui concerne, elle, les choix urbains et qui vient souligner l'enjeu d'équilibre entre des projets et des actions qui viennent en soutien à l'attractivité économique, de grande échelle, à des enjeux de rayonnement, d'un développement touristique, et d'autre part des actions qui visent une qualité de vie au quotidien des métropolitains. C'est bien un enjeu de répartition des moyens qui est en question ici. Et il me paraissait important de souligner qu'à plusieurs occasions dans le débat, justement, a pu être souligné qu'à Nantes, c'est peut-être d'abord une qualité de vie au quotidien qui fait l'attractivité de cette ville. 4e famille de préconisation. Faire de la Loire l'axe d'un projet urbain à petits et grands projets autour du fleuve. Assez simplement, à court terme, on a tiré un enjeu important du débat qui était de mettre en œuvre une coordination des grands projets qui sont à l'œuvre, justement en bord de fleuve, sur Chantenay, l'île de Nantes, Pirmille-les-Îles. Et donc ça, assez rapidement, on souhaiterait que cette coordination puisse être enclenchée. Mais plus fortement, on voit apparaître avec ce grand débat l'enjeu de dessiner une stratégie d'ensemble, un grand projet urbain métropolitain qui se déroule au fil du fleuve et se saisit des projets qui sont nés dans les communes riveraines que j'évoquais tout à l'heure. Donc à court terme, la mise en place d'une coordination des grands projets et à moyen terme, le dessin d'une stratégie pour le territoire qui mette le fleuve au cœur. Un dernier élément à ce sujet qui fait écho à quelque chose qu'a évoqué Martine. On souhaite plus que jamais que les grands projets urbains soient l'occasion de travailler sur un rapport ville-fleuve heureux. Et c'est peut-être aussi le moment de changer de culture et de dépasser une culture du risque et de la protection vis-à-vis du fleuve pour une culture du savoir-faire avec. Un dernier point concerne plus spécifiquement le cœur de l'agglomération. Je l'ai dit, les espaces de la Petite Hollande et du quai de la Fosse ont suscité beaucoup de commentaires.
On est venu souligner dans ce débat une forme de mal-utilisation de la place de la Petite-Hollande, donc de cet espace majeur, qui pourtant, en plus, met l'hypercentre en contact direct avec le fleuve et même avec la mer. C'est là qu'on prend le vent. Cet espace est également majeur par ses usages, les grandes manifestations, le marché. Donc, ce qui s'est dit dans le grand débat, c'est qu'on souhaite d'une part se réapproprier ce lieu, le valoriser, en faire une esplanade, le terme est apparu, et en même temps, on craint l'impact néfaste que ce changement pourrait avoir. Préserver le marché est un impératif. Alors, les conclusions de la Commission à ce sujet, c'est que justement, le débat ne permettait pas de statuer. Et donc notre préconisation consiste à demander des études complémentaires qui seraient faites à une échelle pertinente, qui prendraient également le CHU, qui fera attention de bien mettre en relation le quai de la Fosse avec la place de la Petite-Hollande, et qui viendrait peut-être un peu plus souligner que ça ne l'était jusqu'à aujourd'hui, le rapport précieux que se joue là entre la ville et l'eau. Merci Élise. Je pense que Martine peut dire simplement ce qu'on attend maintenant, ayant remis ce débat à la communauté, enfin à Nantes Métropole. Les attentes de la commission du débat, deux choses. Nous souhaitons, nous, des décisions rapides sur les actions à mettre en œuvre à court terme, et puis des engagements à moyen et long terme. Et on souhaite, par rapport à ces décisions et ces engagements, la plus grande transparence possible, telle que cela s'est déroulé tout au long du débat, la plus grande transparence sur ces décisions et ces engagements, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve, tous les contributeurs, les participants et les participateurs. C'est bon de moi, j'ai dit participateurs. Voilà, que tout le monde s'y retrouve et puis retrouve leur implication dans ce débat. Un des moyens, c'est aussi un comité de suivi. On attend des propositions et peut-être certainement un suivi. Il y a le site internet, il y a un comité de suivi, etc. Mais c'est un point très important pour nous, la commission du débat. Nous avons été exigeants, nous le serons, nous le resterons. Nous avons exprimé cette exigence. Madame le maire, Madame Roland a redit le mot exigence, parce que c'est le droit de suite au nom de tous les citoyens. C'est aussi l'engagement que nous, on a pris en s'engageant dans ce grand débat. Et puis c'est la réponse à toute l'énergie déployée, c'est la réponse à la qualité des contributions qui ont pu être faites, c'est la réponse aussi à l'énergie, à la motivation de tout le monde dans cette grande aventure. Donc on sera exigeant sur les suites données et sur la transparence. Voilà, juste un dernier mot pour conclure avant de vous laisser la parole. Nous avons présenté ce matin le rapport, et c'est normal, en premier lieu au Conseil des maires de la métropole. Nous vous le présentons en ce moment. Il est en ligne, d'ores et déjà, depuis ce matin, sur le site internet, mais nous allons continuer à le présenter, et en particulier, donc il va être envoyé à tous ceux qui ont participé au débat, sous forme physique, sous la forme papier, mais nous avons, prévu une réunion à laquelle vous pouvez participer ou assister le 22 septembre, ça se tiendra au CCO. Et nous avons nous y convions tous les participants au débat, encore une fois, contributeurs individuels ou émetteurs de cahiers d'acteurs, pour leur faire un rendu de ce rapport. C'est un de nos engagements vis-à-vis de ceux qui ont participé à cet échange.